Très bien, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de voir que plusieurs d'entre vous nous ont rejoints de par le monde sur cette question de revue sur les déplacements forcés. Euh, Ça a été vraiment intéressant de pouvoir travailler avec tous ces auteurs au cours de ces années. Je suis l'éditrice revue, de la revue, et je passerai bientôt j'irai en congé maternité bientôt et donc mon collègue qui sera là et assurera l'intérim va se présenter également. Pour l'interprétation, j'espère que ceux d'entre vous qui êtes familiers avec l'interprétation avaient déjà trouvé comment choisir votre langue. Si vous avez des problèmes, allez dans la rubrique interprétation, puis choisissez votre langue. Nous avons le français. Nous avons l'espagnol et nous avons aussi l'arabe. Choisissez donc votre langue préférée. La rubrique questions-réponses, c'est là où vous pouvez mettre toutes vos questions à l'endroit des panélistes. euh, Ils vont faire leur présentation. Vous pouvez leur poser des questions d'ici 20 minutes. Et au nom de notre organisation, je voudrais remercier tous ceux qui ont pu participer à faire de cette revue une réussite. Nous avons des conseillers, nous avons des émos. Elle a été sponsorisée par la Fondation Conrad. Nous avons des réviseurs, des mentors. Certains sont avec nous aujourd'hui et pour cet événement, nous sommes heureux de faire un partenariat avec IDI Global qui nous soutient de différentes manières, à savoir en mettant à notre disposition un modérateur qui dirigera ou facilitera le panel dans un instant. Sans plus tarder, je passerai la parole à Lauren Post Thomas, qui prendra la parole au nom de la Fondation Conrad and Hilton. À vous la parole, Lauren. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous. Grand merci et félicitations à l'équipe de la revue sur les déplacements forcés et tous les auteurs qui ont pu travailler sur cette question. Nous sommes vraiment enthousiastes de voir que c'est finalement arrivé et pour qu'on a pu partager les contenus au cours des dernières semaines et nous espérons que cela continuera. Je pense que surtout pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui à cet événement, il n'y a pas de secret, hein, que aujourd'hui le financement de la réponse aux déplacements forcés n'est plus à même à remplir les objectifs fixés. Non seulement on a les besoins des réfugiés et leurs communautés d'accueil qui dépassent largement les ressources disponibles et le nombre de déplacements ne cesse d'augmenter. Et, et la communauté internationale continue de utiliser un modèle d'aide initialement conçu par un petit groupe de personnes pour résoudre des problèmes à court terme. J'ai pu entreprendre mon parcours par rapport à la transformation de ce système humanitaire et ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, nous avons des banques multilatérales de développement qui sont des nouvelles sources de financement dans les questions des réfugiés au cours des dernières années. Nous avons pu travailler à financer les organisations de réfugiés, les bailleurs, les entités humanitaires, essayer de faire du mieux de leurs compétences. Et bien entendu, il y a le temps qui avance et nous voulons voir comment nous pouvons travailler pour aller de l'avant. Et nous avons beaucoup plus d'acteurs classiques qui s'impliquent dans cette initiative. La Fondation Conrad and Hilton est très heureuse de sponsoriser cette revue sur les déplacements forcés pour cette raison, justement. Nous savons ce que c'est que ce partenariat dans ce système, dans cet espace qui constitue un défi par rapport aux déplacés forcés. Nous espérons que cette question nous encourage à pousser les bailleurs à avoir l'espace nécessaire pour concevoir leur travail
dans, d'une manière à long terme, dirigée par les réfugiés. Et nous espérons que tout cela va nous permettre de susciter l'engouement au niveau des gouvernements et au niveau des institutions multilatérales à agir et leur engagement à fournir l'aide directe aux populations pour qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin et ce dont elles ont besoin et aussi amener les partenaires à penser de manière plus créative. Et nous espérons que le secteur privé aussi aura un rôle à jouer en la matière. Nous créons de l'espace pour que le secteur privé puisse nous suivre et nous espérons qu'il il pourrait faire plus d'investissements. Nous promettons que pour ceux d'entre vous qui représentez le secteur privé, qu'il y aura des retours sur votre investissement et nous allons démontrer comment cela marche. Encore une fois, merci à l'équipe de la Revue sur la migration forcée et à tous. Et j'espère que vous allez tous profiter de ce panel. Je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. J'ai été très heureuse de travailler avec les collègues et nous savons que la Fondation Conrad and Hilton est en train de montrer la voie pour qu'on puisse avoir des changements dans les discussions et aussi dans les pratiques. Euh, nous sommes heureux d'être partenaires avec vous sur cette question. Pour vous tous, aujourd'hui, je suis heureuse de partager que le, cette revue 74 sur le financement de la réponse au déplacement est en ligne sur notre site et je l'ai mis aussi dans la boîte de dialogue. Vous pouvez cliquer sur le lien et nous serons heureux de partager tout cela avec nos réseaux. Notre site web a été nouvellement reconçu. Vous pouvez y aller et jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble maintenant et nous espérons que vous allez le trouver beaucoup plus accessible que l'ancien site web. Et bien entendu, tout le contenu est disponible dans plusieurs langues. Nous savons que, oui, oui, vous savez aussi qu'il y a certains problèmes éventuels dans tout cela, mais n'hésitez pas à nous contacter car tout cela doit être mis d'aplomb. Et c'est vrai que nous sommes en train d'avoir cette réunion en 4 langues. Vous pouvez également avoir des informations dans ces langues sur le site. Vous pouvez demander la liste de diffusion, ce sera disponible bientôt. Et l'édition imprimée est disponible en plusieurs langue, je parle du document. Et si vous voulez avoir une copie, n'hésitez pas à nous faire savoir. Vous pouvez nous contacter sur notre site web ou nous envoyer un mail à, à la RDF et nos collègues vont se charger, RMF, pardon, et nos collègues vont se charger de vous l'envoyer. Nous avons également une vidéo qui sera en ligne sur les réfugiés et qui sera disponible sur notre site web. Je vous encourage à partager donc la vidéo de cet atelier et c'est un moyen d'aller vers ce contenu de la revue de la migration forcée. Nous espérons vous donner un avant-goût de toutes ces choses et comme la plupart d'entre vous le savez, explorons les changements aussi bien au niveau des bailleurs que des acteurs sur les réponses au déplacement. Et bien entendu, les questions de financement de bailleurs, les questions de genre et le financement participatif au niveau communautaire représentent des approches historiques, des idées innovantes et aux réfugiés sont aussi là. Il y a aussi des erreurs qui ont été décelées. Nous pouvons apprendre de cela et apprendre des différentes innovations. Et aussi, nous avons adopté de nouvelles approches. Certains ont des avantages et aussi des leçons sur comment on pourrait mieux s'y prendre à l'avenir. Et aussi, nous pouvons partager des idées, des analyses, des leçons et des recommandations sur le financement climatique. C'est juste le début. Il y a plein de choses qui sont incluses dans ce document et j'espère que vous allez trouver plaisir à décortiquer. Je vais à présent passer la parole à notre modérateur ou modératrice de ODI Global qui va présenter les panélistes et vous donner un avant-goût du dialogue que nous allons bientôt avoir. Merci, Émilie, et merci à Lorraine. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un problème d'Internet. Faites-moi savoir si j'ai des soucis
ou si vous avez du mal à m'entendre. Je m'appelle Kate Sturridge, je suis chercheuse principale à ODI, Global Policy Group. Je suis heureuse d'être la modératrice de cette session et sur le financement des réponses aux déplacements. C'est quelque chose que nous prenons vraiment à cœur et dont nous avions beaucoup parlé au cours des dernières années. Et merci à tous d'y penser aussi. Et au cours des 2 dernières années, nous sommes en train de suivre les financements pour les organisations de réfugiés et analyser les barrières et obstacles liés à ce financement. Nous pensons que c'est une bonne opportunité d'écouter les différentes composantes de financement et aussi les différentes réponses. Sans plus tarder, nous allons passer au panel, les panélistes de la session d'aujourd'hui. Sur le panel, nous avons quatre brillants intervenants qui parleront sur des questions spécifiques liées au financement des déplacements. La réponse, j'aimerais d'abord vous présenter Alia Almadi. C'est une militante humanitaire dévouée, une professionnelle de l'évolution des besoins en matière d'aide humanitaire. Elle a beaucoup travaillé à l'organisation STARS en Égypte, qui fournit l'appui psychosocial, l'appui médical et l'éducation aux réfugiés. Bienvenue à l'IA au panel. Nous avons aussi Aziz Holk, c'est un membre du corps enseignant du Centre pour la paix et la justice de l'Université de Prague. Il est conseiller pour les études réfugiés à Cox's Bazar. Il est l'origine d'approches novatrices de recherche communautaire, notamment le réseau de confiance lors de chat WhatsApp. Sur le panel, nous avons Martha Garry-Roblé. C'est une défenseuse au niveau de Refugees International où elle se concentre sur les réponses de développement aux situations humanitaires. Martha dirige les relations avec les institutions multilatérales, le développement et leur approche de financement des réfugiés. Martha, bienvenue. Et enfin, et pas des moindres, nous avons Sarah Arapiles. Sarah est chercheuse postdoctorale à la faculté de droit de l'Université de Londres. Elle a mené ses recherches dans le cadre du projet interdisciplinaire Refugee Finance, Histoire, cadre et pratique, dirigé par le Conseil européen de la recherche. Donc voilà donc les panélistes. Nous allons leur passer la parole pour qu'ils puissent parler de leurs articles et ensuite nous passerons à une session de questions-réponses avec le public. Si vous avez des questions pour les panélistes, n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique questions-réponses et ce serait bien que vous puissiez mettre le nom de l'organisation que vous représentez. Et s'il y a un panéliste spécifique à qui vous voulez adresser votre question, faites-le afin que celui-ci ou celle-ci puisse vous répondre directement après avoir fait leur présentation introductive. Alia, je vais commencer avec vous. Dans votre article, vous avez souligné l'important rôle joué par les organisations de réfugiés comme Stars d'Égypte. Vous décrivez en détail la manière dont les organisations de réfugiés se sont engagées et ouvertes et travaillent plus que certaines organisations locales, non gouvernementales ou internationales. Et aussi, vous nous avez parlé des défis auxquels vous faites face. Pouvez-vous nous parler des étapes que vous avez entreprises en tant qu'organisation pour relever ce défi de financement et aussi euh, euh, les autres aimeraient bien apprendre comment vous avez fait pour surpasser ces difficultés. Merci Kathleen pour cette présentation. Merci pour aussi la question. Je pense que généralement les organisations de réfugiés doivent souligner tous le processus à utiliser pour aborder les défis liés au financement. Nous avons plusieurs bailleurs qui ont des exigences et qui attirent l'attention, ce qui inclut l'accès au compte bancaire ou autre chose. En plus de cela, il y a aussi la barrière linguistique qui se passe lors du processus d'application de financement, de recherche de financement. Et
Souvent, ce qu'on fournit n'est pas en ligne avec les besoins. Désolé, nous n'entendons pas bien l'oratrice. Nous avons du mal à entendre l'oratrice. Désolé, votre réseau n'est pas très clair. Il y a beaucoup de bruit de fond. Nous avons du mal à vous suivre. Ça va un peu mieux, allez-y. Nous allons revenir vers vous, Alia, dans un instant. Nous passons au deuxième panéliste et peut-être que là, nous pouvons faire un test sur votre audio afin de voir si nous pouvons avoir un message clair. Parce que je pense que vous êtes en train de dire des choses très intéressantes, mais nous avons du mal à vous entendre. Nous passons à Aziz. Euh, Aziz, vous vous concentrez sur les transferts informels d'argent aux réfugiés. Comment arrivez-vous à faire votre plaidoyer pour l'accès des réfugiés au système formel bancaire? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Alpha Kathleen, et merci au public. Dans notre recherche, nous avions mené cette recherche sur la base communautaire et nous avons essayé de voir comment les communautés font face à ces problèmes. Et dans ces communautés, nous avions appris euh, qu'il y a des systèmes financiers au niveau des gouvernements qui sont mis en place au niveau de Bangladesh, hein, des bénéfices, et que le nombre de réfugiés grandit, près d'1 million de personnes. Et dans notre étude, nous avions trouvé que ces personnes ont des amis, des frères et autres qui sont dans d'autres pays comme en Malaisie, en Arabie Saoudite et autres. Donc, ce sont les membres de leur famille, peut-être. Cependant, il n'y a pas de système financier formel et ils procèdent de manière informelle. En quelque sorte, c'est une manière illégale de faire des transactions. Et cet argent arrive au Bangladesh et cet argent circule. Et ici, si nous nous assurons de mettre en place un système formel de banque, alors le Bangladesh bénéficiera et recevra cet argent et nous faisons aussi face à une rareté de système. Bon. Deuxièmement, ça va réduire la mauvaise utilisation possible de l'argent d'une manière illégale. Car si on a une manière légale de transférer l'argent, alors ça éviterait les contrebandes au niveau des frontières et autres, car le gouvernement aura un fort contrôle et supervisera le flux d'argent qui rentre. Il est aussi important, cela est important pour les communautés, parce que comme solution, nous devons impliquer les communautés en leur donnant une chance d'exercer le principe de droits humains et aussi avoir accès à des outils et des systèmes qui pourraient réduire les coûts et d'autres, et réduire certains comportements risqués. Cependant, au Bangladesh, toutes les politiques sont créées et il y a des pétitions qui sont faites et beaucoup de complexités sont en œuvre au niveau international et régional. Donc, la répétition n'est pas possible et c'est la raison pour laquelle les réfugiés souffrent des politiques à court terme, mais aussi des barrières pour exercer certains de leurs droits. Et aussi, le gouvernement du Bangladesh, c'est de voir tout système qui pourrait créer des opportunités où les réfugiés pourraient être à l'aise et rester permanemment, car c'est pas ce qu'ils veulent. Et une des choses que nous voulons dire, ou des conditions pires auxquelles ils font face, c'est que les réfugiés dans des cadres de financement
On pourrait utiliser des options alternatives comme le portefeuille à distance pour l'identification. Nous pouvons avoir certaines des organisations qui fourniront l'expertise technique nécessaire et l'appui nécessaire pour que la transition ait lieu, pour que la transaction se passe bien et que tout soit de manière formelle. D'un autre côté, nous pensons aussi au cadre juridique, car la mise en œuvre de la loi va permettre que les systèmes seront transparents. Au niveau national, il faut aussi sensibiliser afin d'assurer l'accès au système bancaire et au système financier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aziz. J'ai vraiment aimé la manière dont vous aviez procédé et justifié la transition vers le système bancaire formel en mentionnant les différentes couches, comment cela bénéficierait aux réfugiés et aussi à la communauté au sens large du terme, y compris les gouvernements. Alia, je pense que vous êtes de retour. On va essayer de voir si on vous entend mieux. Vous nous parliez de comment votre organisation a pu survivre au défi de financement afin que le public puisse apprendre de vos réussites. Vous avez la parole. Merci, Kathleen. J'espère que vous m'entendez mieux. Oui, c'est mieux. Merci. J'expliquais que, en général, il est essentiel de mentionner, de souligner toutes les stratégies possibles qu'on pourrait utiliser pour aborder les défis liés au financement. Et je voudrais commencer par le plaidoyer vis-à-vis des critères de financement. En fait, plusieurs bailleurs ont des exigences qui excluent plusieurs personnes ou ONG d'avoir accès au financement. Ceci inclut l'enregistrement formel, l'accès à un compte bancaire, et parfois les bonnes pratiques financières. Il y a aussi des barrières linguistiques et aussi le processus d'application pour le fonds et aussi d'autres exigences. Je pense qu'il faut un certain mentorat pour aider ces réfugiés à, à pouvoir relever ces défis. Parfois, il y a aussi des activités qui ne sont pas conformes aux besoins de la communauté, pardon, et à ce que les gens voient sur le terrain ou les experts voient sur le terrain. Les efforts de plaidoyer doivent être faits et pour encourager les bailleurs à réviser les critères de la politique et s'assurer que les autres sont éligibles au financement. Et aussi, il faut maintenir le plaidoyer et trouver de bonnes solutions pour aider les organisations de réfugiés à avoir des financements. Deuxième chose, il faut promouvoir la reconnaissance et l'appui des organisations de réfugiés qui travaillent à trouver des financements alloués à leurs organisations. Par exemple, STARS est l'une des initiatives de leadership de réfugiés. C'est une coalition de 6 organisations de réfugiés pour sécuriser des financements directs et renforcer les capacités. À travers la coalition ou à travers son travail, nous- ils ont été en mesure de rapporter les efforts des organisations de réfugiés aux bailleurs et ce processus est en cours et je pense que nous avons besoin de faire encore plus d'efforts pour s'assurer que les organisations de réfugiés fassent partie intégrante des efforts de localisation vis-à-vis des financements. Troisième chose, et tout cela, tout ce que je viens de dire me conduit au troisième point vis-à-vis du bailleur, c'est le rôle des organisations de réfugiés. Les organisations de réfugiés servent de pont. Ils donnent des exemples clairs de leur manière de travailler sur le terrain. Nous aidons les bailleurs à comprendre que les organisations de réfugiés sont cruciales dans cette lutte et ils peuvent nous conseiller mieux. Toutes ces étapes nous aident parfois à aborder les questions de financement et les barrières additionnelles
et aussi avoir des comptes banques pour pouvoir avoir du financement. Il est donc important aussi de naviguer dans tout ça et de voir aussi des partenariats avec d'autres organisations, ce qui faciliterait la réception des fonds. En général, nous pensons que les organisations de réfugiés travaillent avec efficacité, et sont rentables, et ce qui font d'elles des parties essentielles et indispensables à ces efforts. Il faut continuer à éduquer les bailleurs et aussi à montrer aux organisations de réfugiés comment interagir avec ces bailleurs en général. Merci beaucoup, Kathleen. Nous allons en fait maintenant nous concentrer sur un bailleur de fonds particulier, la Banque mondiale, qui en fait était le centre de votre article. Dans votre article, vous avez parlé du financement très important de la part de la banque. Vous avez également parlé de la nécessité d'une meilleure collaboration et aussi d'une meilleure collaboration et d'un meilleur dialogue. Peut-être que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur comment en fait la Banque mondiale pourra renforcer son investissement, notamment dans ce domaine. Merci, Kathleen. Et en fait, c'est une discussion très intéressante et très importante. Maintenant, nous allons parler en fait des banques de développement multilatéral. Et je voudrais en fait déjà commencer par souligner l'importance de ce financement. Parce qu'en fait, la Banque mondiale en particulier est aujourd'hui l'un des acteurs les plus importants du financement de la réponse en faveur des réfugiés. Et d'ailleurs, ils sont de loin l'un des principaux barres de fonds, mais avec les États-Unis, l'Union européenne et l'Allemagne. Donc, d'une certaine manière, en fait, le rôle que cette institution va jouer dans cette situation est très, très important. Il va être très important. Donc, par conséquent, il faudrait veiller à ce que le financement soit non seulement effective, mais qu'ils aient également un impact sur la vie des réfugiés et que d'une certaine manière, il améliore la réponse de manière générale sur le long terme. Mais pour commencer, il faudrait déjà voir en fait comment la Banque mondiale finance. Il faudrait voir en fait le type de projet que la Banque mondiale finance et aussi comment est-ce que l'institution fonctionne. Parce que, étant donné que c'est une institution de développement, elle est différente des organisations humanitaires et des institutions humanitaires qui travaillent sur les questions des réfugiés. Le rôle de la Banque mondiale et de son financement a deux objectifs. L'un des objectifs, c'est de renforcer les capacités des pays hôtes pour faire face à la crise. Et le deuxième, c'est de garantir l'inclusion des réfugiés dans le système des pays. Cela veut dire que ils vont financer des projets pour en fait élargir l'accès aux services de santé, à l'éducation publique ou encore au système de sécurité. Mais ils peuvent également renforcer les institutions, c'est-à-dire en améliorant les systèmes pour permettre des sessions régulières, et puis également l'accès à l'emploi. Donc, ils travaillent avec les gouvernements hôtes. Et le rôle que les gouvernements ont, euh, c'est que, en fait, ils doivent non seulement d'identifier les domaines dans lesquels ils veulent investir, mais il faudrait qu'ils soient également les principaux décideurs de ces financements. C'est eux qui reçoivent le financement et ils le mettent en œuvre. Et donc, c'est une très bonne chose. Donc, en fait, vous avez en fait le leadership du pays hôte avec le financement de la Banque mondiale, mais cela peut également créer certaines difficultés lorsqu'il s'agit notamment de décider le type de projets qui sont financés par cette vague de financement. L'un des risques les plus importants, c'est que, en fait, les financements, dans certains cas, ne pourraient pas, en fait, être à la hauteur des investissements ou encore, enfin, à la hauteur des besoins sur le terrain. Souvent, les investissements ont un impact marginal sur la vie des réfugiés. Et donc, la question est de savoir, est-ce que nous finançons les bonnes choses? Est-ce que nous répondons véritablement aux besoins des réfugiés? Et est-ce que, en fait, l'impact est véritablement effectif ou bien est-ce qu'il est marginal? Parce que si vous construisez une route, est-ce que la route va, par exemple, en fait,
conduire à un endroit où les réfugiés vivent, ou bien c'est juste construire pour construire. Donc, il faudrait voir si, en fait, si le financement apporte un impact considérable sur la vie des réfugiés. Et l'une des manières de discuter de cela dans le rapport, c'est à travers notamment l'augmentation du dialogue entre les acteurs humanitaires et les autres, mais aussi avec les réfugiés. Il est, il a été dit plutôt que les réfugiés connaissent leurs besoins, ils connaissent leur situation mieux que personne. Ils sont experts de leurs propres droits et certains d'entre eux sont également experts qui travaillent dans certains endroits. Ils doivent participer en fait à ces dialogues politiques et aussi à la mise en œuvre de certaines politiques. Donc, il est très important que nous, en redéfinissant les priorités d'investissement et en créant notamment ces stratégies nationales et aussi en apportant des financements pour veiller à ce que nous puissions changer la manière de répondre aux besoins des réfugiés, il faudrait que les réfugiés soient des participants actifs aux discussions. Et ces deux aspects, en ce qui concerne la Banque mondiale et son financement, sont très importants. Et il y a également un lien entre les besoins des réfugiés et les défis. Et une des choses auxquelles nous sommes en train de penser, c'est comment est-ce que nous pouvons en fait améliorer cet investissement. Et nous pouvons commencer déjà à avoir des discussions très transparentes. Lorsque, par exemple, je parle à des humanitaires dans plusieurs pays sur le financement de la Banque mondiale, ils ne savent même pas que, en fait, la Banque mondiale finance certains de ces pays. Ils ne savent pas quels projets sont financés. Ils ne savent même pas ce que fait la Banque mondiale. Et donc, en fait, dès le début, il faudrait que, en fait, la Banque mondiale, de manière proactive, en fait, travaille non seulement avec les organisations de réfugiés, euh, et, et aussi des organisations dirigées par des réfugiés pour essayer d'avoir une discussion transparente sur le financement et aussi ce qu'ils essaient de faire, et aussi qu'ils puissent définir les priorités ensemble en essayant de définir et de trouver, en fait, les besoins. Et deuxièmement, et je vais essayer d'être plus bref. Vous savez, cette question de la transparence est très importante. Il faudrait également qu'ils fassent des évaluations pour essayer de savoir si les projets fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. Et dans ces évaluations, il est important qu'ils continuent un dialogue, notamment avec les organisations dirigées par les réfugiés et les réfugiés sur le terrain, pour simplement non seulement identifier et influencer les domaines les plus importants, mais veiller également à ce que ces investissements soient appliqués sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est une discussion que nous pourrons continuer, en fait, plus tard dans les discussions. Je tiendrai plus tard. Merci beaucoup, Anna. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur cette question, mais je voudrais également, en fait, que nous prenions le temps de discuter et de poser des questions. Vous savez, vous avez parlé du financement de la Banque mondiale. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous pensez des mécanismes de financement, plus particulièrement lorsque nous parlons des mécanismes de financement en faveur des réfugiés. Dans votre article, vous avez parlé d'un changement de paradigme dans le financement du secteur public. J'ai entendu parler, par exemple, des bons réfugiés. Je n'étais pas familier avec ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est en termes pratiques? Et, et aussi, est-ce que vous pouvez nous donner certains avantages et désavantages de ce type d'approche du secteur privé? Merci infiniment pour votre question. Euh, un, un, Donc, en fait, ce type de financement sont des financements qui doivent répondre en fait à un besoin particulier, ce qui veut dire qu'en fait, il y a un objectif particulier. Et en fait, le résultat diffère d'un bon à un autre. Donc, par exemple, il peut y avoir un bon pour l'entrepreneuriat ou un autre pour le marché de l'emploi. Et, en fait, le résultat définit le bon d'une certaine manière. Et, et donc, euh, et la formation, en fait, offre des, un soutien aux réfugiés pour en fait les intégrer dans le marché. Et, et d'une certaine manière, ce sont des impôts
sont payés par les personnes qui veulent avoir accès au marché. Donc, la rémunération de l'investissement dépend de savoir si, en fait, tout est stipulé dans un contrat. Et une fois que le résultat est mentionné, alors le bon est déclenché. Et lorsque le bon arrive à maturité, l'investisseur peut retrouver son investissement. Le type d'investisseur peut différer d'un investisseur à un autre. Il peut y avoir, par exemple, des fonds de pension. Ils peuvent notamment leur choix et un choix de développement durable. Vous nous avez demandé les avantages et les inconvénients. Nous pensons que, en fait, c'est une manière également d'évaluer euh, les. C'est trop tôt, en fait, d'évaluer cela. Ceci étant dit, l'un des aspects positifs, c'est que, en fait, il y a plus de flexibilité et de disponibilité des fonds, ce qui permet une réponse rapide aux questions des réfugiés. Donc, d'une certaine manière, les fonds sont donnés aux réfugiés et aussi aux organisations humanitaires, ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent disposer de capital pour apporter des services aux réfugiés. Euh, euh, C'est une question qui a déjà été discutée et étant donné qu'en fait, les financements traditionnels ne sont plus disponibles, c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, il y a des organisations humanitaires euh, qui discutent avec le secteur privé. Euh, Donc, les autorités euh, ont, ont travaillé avec cela permet notamment aux États de mobiliser les financements privés pour fournir en fait des services sans avoir à allouer de l'argent eux-mêmes directement en avant. Mais il y a également en fait l'autre côté de la pièce. Nous ne connaissons pas en fait les implications à long terme de ce type de financement. Un, un des avantages ou des avantages potentiels, c'est que cela peut avoir des impacts sur notamment la protection internationale de manière générale, ainsi que les conséquences juridiques. Ces instruments ne se concentrent pas simplement sur les besoins des réfugiés, mais également sur les besoins des réfugiés à avoir accès au marché de l'emploi. Et bien sûr, l'accès à l'emploi est quelque chose de positif pour les réfugiés, sans aucun doute. Mais fournir des services à ceux qui peuvent avoir accès aux services, à l'emploi, au marché de l'emploi, d'une certaine manière, écarte ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces marchés. Et nous voyons cela notamment dans l'augmentation des politiques restrictives du côté européen. Et dans le cadre de notre projet, nous essayons de revoir également l'implication de ces instruments financiers sur le terrain à travers notamment des études globales en Europe, mais aussi en Colombie. Et donc, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne pourrai pas dire davantage, mais je vais répondre aux questions lorsqu'elles me seront posées. Merci beaucoup.